Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Voici les titres du journal. Réunion sur le financement de la sécurité au sein des pays membres de l'UEMOA. Le chef de l'État est rentré ce vendredi à Cotonou. Le point dans un instant. Construction de la nouvelle station de traitement des boues de vidange. Les travaux ont été lancés à Sémépodi. L'infrastructure va permettre une meilleure gestion des boues de fosse septiques pour la préservation de l'environnement. Et puis, hors de nos frontières, le dialogue politique au Cameroun est désormais clos. Les acteurs politiques étaient conviés à discuter des problèmes du pays. Le président Patrice Talon est de retour à Cotonou. Le chef de l'État a été accueilli dans l'après-midi de ce vendredi à l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gontier de Cotonou. Le président Patrice Talon a pris part ce jeudi à Dakar à la réunion sur le financement de la sécurité au sein de l'espace UEMOA. Mais avant son retour au Bénin, le chef de l'État a effectué une visite de travail au Niger. On fait le point avec Ricardo Loïc Pékou. Le président Patrice Talon a pris part ce jeudi au Sénégal à la réunion sur le financement des actions de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA. À son retour de Dakar, le président de la République a effectué une visite d'amitié et de travail à Niamey au Niger. Depuis leur indépendance en 1960, le Bénin et le Niger entretiennent d'excellentes relations dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine des transports, des chemins de fer et portuaires. Le chef de l'État a eu de fructueux échanges avec son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, en vue du renforcement de la coopération entre les deux pays. Au terme de cette visite, le président Patrice Talon est revenu à Cotonou. Le chef de l'État a été accueilli dans l'après-midi de ce vendredi à l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gontier de Cotonou. En marge de la réunion sur le financement de la sécurité au sein des pays membres de l'UEMOA, le président Patrice Talon a effectué avec son homologue sénégalais une visite sur le site du nouvel aéroport international Blaise Diagne situé à quelques kilomètres de Dakar. Les précisions avec Ricardo Loïc Pékou. Pour se rendre au nouvel aéroport de Dakar, il faut parcourir une quarantaine de kilomètres. L'aéroport international Blaise Diagne du Sénégal est fonctionnel depuis décembre 2017. Il a nécessité un investissement de 400 milliards de francs CFA au Sénégal avec une capacité de traitement de 3 millions de passagers à son aérogare. Le Sénégal a mis 10 ans pour construire cet aéroport moderne. Dans l'imminence des travaux de construction de l'aéroport de Glodjibé au Bénin, le président Patrice Talon a profité de son séjour au Sénégal pour visiter cet aéroport en compagnie du président sénégalais Macky Sall. Tous les compartiments de ce joyau ont été visités. Du salon d'honneur au hall départ. Ce qu'on retient de l'aéroport Blaise Diagne, c'est son architecture moderne et sa superficie. Il s'étend sur 4500 hectares. Ce qui nous permet ici, rien qu'avec la situation actuelle, d'aller jusqu'à 10 millions de passagers. Parce qu'effectivement, voilà, les avions descendent tout de suite très bien. Le président Patrice Talon a suivi avec beaucoup d'attention la présentation faite par les responsables de cet aéroport, lui qui a l'ambition de doter le Bénin d'un aéroport moderne, attractif et qui réponde aux standards internationaux, certainement à l'image de Blaise Diagne. Le chef de l'État, dans son souci permanent de développer le Bénin, veut faire de l'aéroport de Glodjibé un hub aérien d'Afrique de l'Ouest. Cet ouvrage prestigieux sera un pôle d'opportunités économiques et touristiques pour le Bénin. Création de nouveaux emplois, amélioration des conditions de vie des populations, forte valeur ajoutée à l'économie nationale, autant d'avantages que la construction de la nouvelle infrastructure aéroportuaire devrait apporter au Bénin. Le président Patrice Talon y travaille.
Rendons-nous à présent à la Cour constitutionnelle. 14 dossiers étaient inscrits au rôle hier jeudi à l'audience en plénière de l'institution. Les sages en ont examiné 9 en tout et rendu des actes d'ordre divers, notamment un avis à la demande du chef de l'État. Le point de quelques décisions avec Nicanor Kovi. Des actes rendus par les sages de la Cour constitutionnelle ce jeudi, celui sur l'avis requis par le chef de l'État quant à ses dessins pour les tests organisant l'Ordre national des pharmaciens aura retenu l'attention d'une manière particulière. Pour Joseph Djogbenou et ses collègues, les statuts de cette association peuvent être prescrits par voie de décret. Considérant qu'il résulte de l'article 98 de la Constitution que ni les règles relatives à l'organisation de l'Ordre national des pharmaciens, ni celles concernant le régime électoral de l'ordre ne sont du domaine de la loi, qu'il y a lieu d'émettre l'avis que ces dispositions peuvent être prescrites par voie réglementaire. En conséquence, est d'avis que l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre national des pharmaciens ainsi que son régime électoral peuvent être prescrits par voie réglementaire. L'intérêt public est par ailleurs mis en exergue dans la décision de la Cour relative au recours en inconstitutionnalité du sieur Sakirou Dogousounon, incriminant certaines dispositions de l'État béninois en rapport avec l'exportation de la noix de cajou. L'institution d'une restriction au principe n'est pas et ne saurait s'assimiler à la violation du principe, que celui-ci doit s'exercer dans le cadre d'une réglementation et fait l'objet de restrictions dès lors que la dite restriction est justifiée par un besoin d'intérêt général. Considérant que dans le cas d'espèce, la restriction querellée a été instituée dans le but de mieux contrôler les trafics commerciaux et de lutter contre la contrebande au niveau des frontières terrestres, toute chose préjudiciable à l'économie nationale, que l'exportation de la noix de cajou par les autres canaux de transport étant toujours en vigueur, il s'en déduit qu'il n'y a pas violation de la Constitution. En conséquence, dit que le recours est devenu sans objet relativement à la décision de prélèvement de la somme de 50 francs CFA par kilogramme de la noix de cajou exportée. Dit qu'il n'y a pas violation de la Constitution quant à l'interdiction d'exportation de noix de cajou par voie terrestre. Dans un registre tout autre, la Cour s'est déclarée incompétente pour connaître de la requête du sieur Prudence Honguevou sollicitant une réintégration dans les forces armées béninoises après en avoir été radié le 27 décembre 2012. Pendant ce temps, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu à son cabinet le ministre de la Communication et l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin. Prosper Moretti a échangé avec les deux personnalités sur des sujets d'intérêt commun. Le compte-rendu est signé Christelle Tongodo et Daniel Ada. Près d'une heure d'échange sur des sujets d'intérêt commun. Cette première visite de Alain Orunla à Prosper Moretti augure du renforcement de la collaboration entre le ministère de la Communication et l'institution régulatrice des médias. C'est l'autorité suprême de régulation des secteurs dont nous avons la charge dans l'exécutif et donc il était de bon loi que nous allions nous présenter. Et fort heureusement, on n'est pas resté à une visite symbolique, nous avons abordé des questions de fond. C'est-à-dire que nous avons profité de cette opportunité pour rentrer dans ce que nous appelons les grandes orientations que nous entendons donner à ce département ministériel, à savoir une professionnalisation plus accentuée donc des différents métiers de la communication et surtout des modalités de régulation de l'espace et du paysage audiovisuel afin que nous ayons une production de qualité. Je vous ai parlé de professionnalisation, ça vous touche, c'est-à-dire qu'il va y avoir un accent sur ce que nous appelons le renforcement de capacité, parce que la production n'est pas encore à l'image et à la hauteur de ce que nous souhaitons. Donc nous voudrions pouvoir vous donner les moyens d'améliorer la qualité de ce que vous faites. Nous avons parlé également des défis que nous lancent les avancées technologiques que nous subissons, plus ou moins, c'est-à-dire le passage de l'analogique au numérique et donc les conséquences qui résultent de l'implantation de la TNT. Voilà les questions dont
Nous avons parlé, évidemment, tout ne peut pas être abordé, bouclé en une séance. Nous avons manifesté notre disponibilité à travailler main dans la main avec l'institution, sans accroc, pour le bien-être des usagers et de nos compatriotes. À la suite du ministre de la Communication, le président de la HAC a également reçu en audience l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin. Le principal sujet abordé est la liberté de la presse. C'est une valeur et un principe très important que nos deux pays partagent en commun parce que c'est la base des démocraties fortes comme les nôtres. Des échanges qui visent l'amélioration des prestations des médias et l'instauration d'une paix durable en République du Bénin. Parlons maintenant de cette formation des cadres de l'administration. Plusieurs acteurs du système des marchés publics ont reçu des attestations qui sanctionnent leur accréditation au programme de professionnalisation de la gestion des marchés publics. C'est un projet initié pour réguler la gouvernance des biens publics. Océane Amoussou, Bénédicte Posso. Le Bénin est en bonne voie pour la professionnalisation de la commande publique. 250 spécialistes de la passation des marchés publics reçoivent ainsi leur certificat d'accréditation. Sur financement de la Banque mondiale, ils ont suivi avec succès pendant 4 mois une formation initiée par l'autorité de régulation des marchés publics. C'est quoi les objectifs des marchés publics? C'est de permettre à ce que l'argent public soit utilisé à bon escient et de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Le chemin va être difficile parce qu'ils vont être à des niveaux où tout le monde va avoir besoin d'eux. Certains vont trébucher, je souhaite très peu, mais j'espère que la plupart vont assurer, comme l'a dit tout à l'heure, le directeur de l'ARMP, de l'Agence de régulation des marchés publics du Bénin, une gestion vertueuse, appuyer les gouvernants à atteindre leurs objectifs. Avec le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance PAGIP, le Bénin est le deuxième pays après le Sénégal à bénéficier de ce type de formation. Nous avons contribué à élever votre niveau qui était très bon, c'est vrai. Nous l'avons élevé pour que vous puissiez faire preuve d'efficacité et qu'on ne continue pas à dire que qu'on ne peut pas consommer les crédits parce qu'on a des difficultés et que les gens n'ont pas les compétences requises pour pouvoir accélérer la consommation des crédits. Je crois que le problème aujourd'hui est réglé. Techniquement, nous avons des gens bons. Ça a été validé à l'international. Cette opération s'aligne sur les efforts entrepris par le gouvernement béninois dans l'ultime objectif de mettre fin aux dysfonctionnements enregistrés à ce jour dans la gestion des biens publics. Dans les réformes importantes qui sont conduites dans le PAG, il y a au cœur, dans tous les secteurs, la lutte contre la corruption. Et tous ceux qui travaillent sur ce sujet vous diront la corruption, c'est d'abord et avant tout les marchés publics. Et on ne peut pas réformer les marchés publics si on ne forme pas les professionnels de ce secteur, de ce domaine. C'est pour ça qu'avec le PAGIP, nous avons insisté pour que cette formation ait lieu et pour que ces certificats soient délivrés. L'accréditation ainsi délivrée aux récipiendaires ne saurait représenter un blanc-seing pour des pratiques frauduleuses. Elle sera évaluée au bout de 5 années et renouvelée uniquement au mérite. Une délégation du ministère du Cadre de vie et du Développement durable a effectué une descente sur les chantiers du projet asphaltage dans les départements de l'Atlantique et du littoral. L'entreprise en charge des travaux est à la traîne, d'où les mises en garde du ministre. Lénaï Kagwazao pour les détails. José Didier Tonato sur les chantiers d'asphaltage dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Son périple l'a conduit à Fidjosé, où cette rue en construction est confiée à l'entreprise HNRB débouche sur Godomé, une prouesse du gouvernement Talon en téléchargement qui vise à soulager les peines des populations
en ce qui concerne l'accessibilité des voies et les embouteillages. L'autorité ministérielle en profite pour visiter d'autres rues du lot 10A dont les travaux sont aussi exécutés par l'entreprise HNRB. Le ministre du cadre de vie se désole du constat fait. À peine 2% d'évolution depuis sa dernière descente sur le terrain. Il exhorte à une accélération du rythme. Aujourd'hui, nous avons besoin de rassurer que tout se passe pas bien, mais que la situation est sous contrôle. Nous avons convenu arrêter un plan de travail pour rattraper hebdomadairement le retard que nous avons accusé, et c'est ça qui va être appliqué. Le boulot d'étranglement a été identifié. Désormais, un marquage à la culotte, et c'est maintenant toutes les semaines, les travaux seront évalués, toutes les semaines. Et cette fois-ci, si l'entreprise ne le fait pas, vraiment, je crois qu'elle ne saura pas s'en tenir. On va augmenter les équipes, on va ajouter des équipes, on va améliorer les organisations. Après la visite de la base vie de l'entreprise à Godomé, cap est mis sur celle de Klansoupa. De retour à Cotonou, la délégation ministérielle visite le lot 1A. Il s'agit entre autres de la rue en construction quittant la Bourse du Travail pour le quartier Bégamé, de la rue marécageuse de Vaudier derrière l'arrondissement, des rues asphaltées à Kondéou et Sourouléré dans Akpakpa. 40% d'exécution due à un ralentissement des travaux. José Didier Tonato met en garde l'entreprise HNRB en charge ici aussi des travaux. Nous sommes venus convenir avec eux de comment nous allons faire la marche forcée à partir de maintenant. Il y a un programme hebdomadaire qui est établi. Il y a des décisions qui vont tomber. Nous avons fini notre stock de mise en demeure. Maintenant, nous allons passer aux résiliations. Et donc, certainement également aux mises en régie. Je suis venu annoncer ça clairement à l'entreprise HNRB. Et je pense que la mission de contrôle aussi est informée que si, dans 2 semaines, pour l'entreprise, et d'ici le 11 octobre, pour la mission de contrôle, si les choses ne se passent pas bien, nous allons passer à l'attaque. Le projet Asphaltage se révèle comme un projet véritablement structurant de l'environnement urbain et du développement de l'économie urbaine. C'est cela que nous voulons laisser comme impact sur le développement de la ville. L'accompagnement de la municipalité de Cotonou est souhaité pour un meilleur suivi des chantiers. De façon générale, le projet asphaltage suit son cours normal. L'asphaltage avance très bien. Nous ne sommes qu'à la phase A. Il y a la phase B, il y a la phase C. Je suis totalement serein quand j'en parle, parce que j'étais serein quand les gens disaient que l'asphaltage c'était de la maquette. Mais il y a une autre bonne nouvelle pour Cotonou. On vient de faire l'adjudication du lot 1 des marchés urbains. 9 marchés. 9 marchés vont être passés en mode marché urbain modernisé 2 niveaux dans la ville de Cotonou pour la première phase. Le processus continue pour les autres villes. Le ministre du cadre de vie a promis de faire des descentes fréquentes sur les différents chantiers afin que les travaux puissent être réalisés dans les conditions idéales pour le bonheur des populations. Je vous l'annonçais dans les titres, les travaux de construction de la nouvelle station de traitement des boues de vidange ont été lancés ce jeudi dans la commune de Sémékodi. En présence du ministre du cadre de vie, l'infrastructure permettra une meilleure gestion des boues de fosses septiques pour la préservation de l'environnement. On retrouve Lénaï Kagwazaou et Evariste Somao. Comment l'oiseau fait-il sonner ? Petit à petit. Petit à petit, le gouvernement du président Patrice Talon concrétise son programme d'action. Ici, à Sémékodi, sur ce site d'une superficie de 20 hectares, sera construite une station de traitement des boues de vidange, répondant aux normes modernes et jouissant d'une autonomie énergétique. L'une des conditions essentielles pour atteindre notre projet de ville durable, c'est la bonne gestion des déchets. Et la maîtrise de la filière des boues de vidange est une dimension essentielle. L'infrastructure à réaliser s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural
et assainissement des eaux usées urbaines, PEPRO, financé par la Banque mondiale. Semepodi se réjouit d'abriter ce joyau dont la construction va régler un problème d'ordre environnemental et contribuer aussi à la réduction du chômage dans la commune. Grande est notre satisfaction de constater quand même que de jour en jour, le gouvernement tient ses promesses à l'endroit de ma commune, de savoir ce que cela peut amener. Indubitablement, ça va amener des emplois pour les jeunes, parce que d'abord la main-d'œuvre n'est que à haute densité, main-d'œuvre locale. Aussi, ça va impacter l'économie locale et beaucoup plus encore régler les problèmes que nous avons de la maîtrise donc, des eaux usées dans notre commune. La gestion des boues de vidange est un problème épineux dans le Grand Nokoué. Le gouvernement n'entend donc pas s'arrêter en si bon chemin. L'agglomération du Grand Nokoué, qui comprend Porto Novo, Semepodi, Cotonou, Abomey-Calavi, mais aussi Ouida, dans laquelle on va démarrer le grand projet de gestion des déchets à partir de décembre prochain, accueillera également une deuxième station de bout de vidange dans les 2 ans qui viennent, notamment sur le plateau d'Abomey-Calavi. Nous sommes aujourd'hui à 560 mètres cubes par jour et nous serons à plus de 1000 mètres cubes par jour de capacité dans le Grand Nokoué, et ça nous donne une longueur d'avance de près de 20 ans. Semepodi, commune stratégique dans le Grand Nokoué, occupe aussi une place de choix dans le PAG. Je ne vais pas vous rappeler que le projet asphaltage est en cours. Je ne vais pas ajouter que le projet Semecity est en train de se préparer à s'installer ici. Il y a plein d'autres projets. Le projet PAVIC, vous le savez très bien. Les aménagements continuent. Le maire vous l'a dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les travaux de construction de la station vont durer rigoureusement 15 mois. Le chef-d'œuvre sera livré en décembre 2020. Et cette bonne nouvelle pour la clientèle de la Société béninoise d'énergie électrique. En tout cas, si vous avez une demande de compteur électrique en attente, vous devriez avoir le sourire. Les responsables de la SBE ont réceptionné les 115 000 compteurs achetés par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Blaise Adanko pour les détails. Après la réception au port autonome de Cotonou dans la nuit du vendredi 27 septembre 2019, les 115 000 compteurs électriques acquis par le gouvernement sont dans la main de la SB2E. La structure pourra répondre aux 25 000 demandes en attente. Puisque c'est l'aboutissement de longues luttes. Vous savez que ça fait déjà bientôt 2 ans que nous n'avons plus de compteurs. Et c'est dû à toutes différentes situations. Et donc, ayant traversé toutes ces péripéties, et les circonvolutions et les contingences et tout ce qui entoure, nous sommes aujourd'hui en train de finir définitivement avec cette pénurie-là. Il y a plus d'offres que de demandes aujourd'hui. Ça veut dire que tout le monde sera satisfait. Nous allons vraiment remercier la clientèle qui a compris qu'il y avait des difficultés pour la chaîne de passation des marchés. Mais aujourd'hui, ces choses faites, les diligences sont mises en œuvre pour que chaque client qui a demandé un compteur puisse être installé. Avant la mise à disposition des compteurs à la clientèle de la SB2E, des tests seront faits. Ils visent à s'assurer de la qualité du matériel. Donc il est très important donc, que ces compteurs-là soient contrôlés pour que nous assurons de leur fiabilité. Après cela, au niveau des agences, vous savez, les compteurs se posent au niveau des agences, sur tout l'étendue du territoire national. Donc ces compteurs-là vont être convoyés au niveau des directions régionales. Et quitte aux directions régionales mettant d'envoyer ces compteurs-là dans toutes les 39 agences qui comptent la SBE, sur tout l'étendue du territoire national pour pouvoir satisfaire la clientèle. On procédait à l'affichage des listes dans toutes les agences des clients qui ont demandé par antériorité et c'est en fonction de ça que le déploiement sera organisé. Malgré la disponibilité des compteurs, les responsables de la SB2E ont tenu à remercier la clientèle. Ils rassurent également que la distribution ne saurait tarder.
L'Agence nationale de la météo au Bénin organise au profit des journalistes des radios communautaires une formation sur les prévisions basées sur les impacts des changements climatiques. Cet atelier vise à outiller les journalistes sur l'importance de connaître les prévisions météo. Compte rendu. La météo reste transversale, donc elle intervient dans beaucoup de domaines. Le directeur de l'Agence nationale de la météorologie du Bénin face aux hommes des médias. Ici, il parle des prévisions météorologiques et de l'importance pour ces hommes de la presse de connaître les informations climatologiques relatives à l'agriculture afin de mieux informer la population. Lorsque, par exemple, nous émettons des prévisions, même les prévisions saisonnières, numériques du temps et consorts, il faut quand même quelqu'un ou bien des gens pouvant permettre à cette prévision d'atteindre la masse. Et pour atteindre la masse, c'est vous les journalistes. L'Agence nationale de la météorologie du Bénin travaille pour produire des résultats. Mais il faudrait que ces résultats atteignent les populations cibles parce que ce sont des prévisions. Et il y a dans notre pays des agriculteurs, par exemple des paysans, qui ne comprennent que leur langue locale. Et donc, tout ce que les cadres vont faire, ce qui va sortir comme résultat, si cela n'est pas traduit dans les langues que maîtrisent les populations cibles, c'est que l'objectif ne peut pas être atteint. La météo reste et demeure transversale, a rappelé Marcelin Nacmon, qui, pour finir, émet des vœux. Je vous souhaite d'abord vraiment d'avoir le bon sens des lignes météorologiques d'emblée, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de traduire les lignes météorologiques. Il y a des langues que moi-même qui suis ici, je ne connais pas. Donc, ces lignes météorologiques, ces prévisions doivent être, c'est-à-dire traduites en langue de chaque coin pour permettre à ces prévisions-là de pénétrer réellement la masse et les populations. L'Agence nationale de la météorologie du Bénin n'attend pas se limiter à cette rencontre. Elle compte organiser une série de renforcements de capacités, toujours à l'intention des journalistes, sur la question des prévisions météorologiques. Intéressons-nous maintenant à la Journée mondiale des enseignants. L'événement est célébré tous les 5 octobre. L'édition 2019 est placée sous le thème « Investir dans la formation des enseignants pour un développement durable au Bénin ». À la veille de l'événement, le ministre en charge de l'enseignement maternel et primaire s'est adressé aux acteurs de l'école. Salimane Karimou a rappelé la nécessité de former les enseignants. Chers compatriotes, en rappelant ici la célèbre pensée d'Henri Lacordaire dans les conférences de Notre-Dame de Paris en 1835, je cite, « Nul n'a le droit d'enseigner s'il n'est certain de ce qu'il enseigne. » Je voudrais m'accorder avec vous que sa déclaration relance la question de la qualité de l'enseignant et de l'enseignement et rejoint les observations contenues dans le rapport mondial 2005 de suivi de l'éducation pour tous de l'UNESCO, lesquelles observations soulignent entre autres que les enseignants ne satisfont même pas aux normes minimales requises pour être admis à enseigner et beaucoup ne maîtrisent pas complètement le programme d'enseignement. Dans un contexte pareil, où est remise en question l'épineuse problème de la formation, il importe que les enseignants soient qualifiés, motivés et s'employer à garantir que chaque enfant apprenne ce qu'ils enseignent. Il est aussi indispensable de leur redonner confiance pour relever les défis du développement durable. Pour ce faire, le gouvernement, à travers les réformes importantes qu'il a entreprises, travaille constamment à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, travaille constamment au renforcement de leurs capacités et de leurs effectifs par la mise en œuvre d'un vaste programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Chères enseignantes et enseignants, avec l'espoir que cette journée nous offrira l'occasion de rendre plus solide et franche
La collaboration entre l'État et nous ouvrira les portes d'un lendemain meilleur. Je souhaite à toutes les enseignantes et à tous les enseignants du Bénin, à leurs familles et à tous leurs proches une joyeuse fête. On reste dans le domaine de l'enseignement. Plus de 2 semaines que les apprenants ont repris le chemin de l'école. Mais dans certains établissements, le cadre d'études laisse à désirer. Le comble, c'est le manque d'enseignants pour certaines matières. C'est le constat fait par William Tchoki au CEG2 de Godomè. Une salle de classe à moitié décoiffée. À l'intérieur, des élèves de la classe de 3e en plein cours. Ils doivent au quotidien affronter les intempéries, la pluie, le soleil, le vent et aussi le bruit des alentours. Mais si la pluie tombe et l'eau rentre dans notre salle et il salit nos tables et puis nos cahiers. Ensuite, dans la salle où nous sommes, s'il fait soleil, il y a la chaleur qui nous attend. Et puis, si nous faisons un peu de cours, il y a les gens qui sont dans la cour qui nous dérangent. Une difficile concentration pour ces apprenants. La plupart de les salles de classe, comme le montrent ces images, sont construites en matériaux précaires. Le problème d'infrastructure d'accueil se pose à notre niveau. Nous n'avons pas de salle. Nous essayons quand même de gérer. Nous avons beaucoup plus de salles en matériaux précaires, comme vous l'aviez constaté. Ici, au Collège d'enseignement général 2 de Godomè, 3e plus grand collège public de l'arrondissement, le plus peuplé du Bénin, il y a 51 groupes pédagogiques pour plus de 3000 élèves. Toutes les classes intermédiaires sont des classes errantes. Il y a beaucoup de classes volantes. Toutes les classes intermédiaires sont volantes. Nous n'avons stabilisé que les classes d'examen, la 3e et les terminales. En dehors de ces promotions-là, toutes les autres classes sont volantes. L'autre souci ici, c'est l'inexistence d'enseignants pour certaines matières clés. Les autres concours, mais nous, on n'a pas encore pris de cours. On a pris anglais, histoire, géo. Et les autres cours? Non. Non. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé tous les profs. Les professeurs, si nous manquent, sont des professeurs de maths et de EPS. Le Collège d'enseignement général 2 de Godomè, c'est le premier au bac 2018 pour le compte du département de l'Atlantique. Le 4e pour la dernière session du baccalauréat. Des résultats qui méritent certainement une attention. On taillerait très souvent peu d'importance aux chaussures dans les kits scolaires. Pour faire la différence, l'UNICEF et la Fondation Batanga ont offert des chaussures aux élèves filles des départements du Borgou, de la Liborie et du Zou. Bertin Adimi, Alexis Assoba. Sourire aux lèvres, ces jeunes filles reçoivent des chaussures, un don de l'UNICEF et de la Fondation Batanga de Angélique Kidjo. Au-delà du Borgou, l'initiative va s'étendre sur les départements de la Liborie et du Zou. Grâce à ce don de chaussures, nous élèves sommes nombreuses de même que nos parents à ne plus avoir d'inquiétude pour chausser et même pour aller au terrain de sport. Pour l'UNICEF et la Fondation Batanga, un don de chaussures aux élèves filles du premier cycle des lycées et collèges de l'enseignement secondaire général est loin d'être fortuit. Ce don de chaussures est un geste important pour le maintien des filles à l'école car il contribue à réduire les coûts supportés par les familles pour la scolarisation. Je vais pouvoir donner mon pays en exemple en disant le travail que nous avons fait en commun avec l'UNICEF et d'autres organisations a donné un résultat qui fait qu'aucune fille au Bénin ne va se coucher en pleurant parce qu'elle n'a pas été à l'école, parce qu'elle n'a pas mangé. Si on ne protège pas nos enfants, nous ne sommes pas une société, nous ne sommes pas un pays, nous ne sommes pas un peuple. Le défi et l'engagement de tous pour défendre la cause des élèves filles sont grands. L'UNICEF et la Fondation Batanga, qui s'y illustrent déjà, ont droit à des gratitudes. Nous avons parfois besoin de telles actions pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls à nous préoccuper des conditions d'apprentissage de la relève de demain. Merci à l'ONG Batanga et à l'UNICEF. Permettez-moi de vous exprimer au nom de mes collègues préfets et à mon nom personnel et également des parents mes remerciements des enfants bénéficiaires de ce geste
qui pourra contribuer à l'amélioration du taux de scolarisation des filles et à leur maintien à l'école. En ce geste de l'UNICEF et de la Fondation Batonga se cache quelque chose de précieux à décoder. Cet événement contribue à juste titre à stimuler l'envie de ressembler, de progresser et d'exceller chez nos élèves filles. La mutualisation des efforts pour accompagner les élèves filles dans leur cursus scolaire s'impose donc à tous et nul ne sera de trop. Chaque fois qu'il sera quelque part question de l'école, chaque fois qu'il sera quelque part question de la promotion de la scolarisation des filles, chaque fois qu'il sera question de la lutte contre la déperdition scolaire des filles, je serai présente, invitée ou pas. Plus qu'une affaire des parents d'élèves et des acteurs de l'éducation seule, la promotion de la scolarisation des filles et leur maintien à l'école requiert l'attention de toute la communauté. Hors de nos frontières, le dialogue politique souhaité par le président Paul Biya et ouvert le 30 septembre dernier est désormais clos. Les acteurs politiques camerounais étaient conviés à discuter des problèmes du pays, notamment de la crise dans les régions anglophones. Mais au regard de la tournure des discussions, on se demande encore si le Cameroun pourrait retrouver la paix au bout de ces 5 jours de discussion. James William Gwagidi pour les explications. Privilège de pouvoir arrêter des poursuites à n'importe quel moment s'il juge que l'arrêt de ces poursuites va dans l'intérêt de l'État. Et c'est ce qu'il vient de faire. Ce sera peut-être là le résultat le plus tangible de ces 5 jours de discussion qui se sont déroulés au Cameroun du 30 septembre à ce 4 octobre 2019. La seule libération de 333 détenus impliqués dans des actes d'insurrection dans la région anglophone du pays serait pourtant un bien maigre bilan. Mais au cours de ce dialogue national, les choses ne se sont pas toujours déroulées comme elles devraient au regard de certains participants. Lors de son discours de septembre, en effet, le président Paul Biya avait déjà tracé la voie. Dialogue politique certes, mais dans le cadre de la constitution en vigueur, c'est-à-dire sans perspective de modification de la forme de l'État, pourtant revendication principale des séparatistes et des leaders politiques anglophones. Pas non plus de libération préalable des dirigeants indépendantistes comme Sissoko Ayuk Tabé et ses principaux lieutenants. 5 jours plus tard, les résultats des échanges sont conformes à cette dynamique. La forme de l'État n'évoluera pas vers le fédéralisme revendiqué, mais la décentralisation depuis longtemps inscrite dans les textes sera enfin mise en œuvre. Les principaux prisonniers politiques comme les leaders indépendantistes et l'opposant Maurice Kamto restent quant à eux dans les liens de la justice et Paul Biya demeure le seul maître du jeu. Simulacre, parodie, beaucoup de délégués qui se sont désistés au cours des débats ont rejoint ceux qui les ont boycottés dans les termes utilisés pour fustiger le dit dialogue. 5 jours de perdus et des centaines de millions de francs CFA de dépenses engagées pour rien? Peut-être pas. Un homme, un seul peut encore tout faire basculer. Son nom, Paul Biya. Ce sera tout pour ce journal et merci pour votre aimable attention.